ICEM-vivant.com pour mieux vivre avec les ondes électromagnétiques de notre quotidien. Présente Sud Radio, la santé demain, Gilles Goncalves. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio dans l'émission La Santé Demain, une émission qui donne la parole aux acteurs de la santé, de la médecine en général et de la santé au naturel en particulier. Aujourd'hui, nous allons parler de psychiatrie, plus précisément de psychiatrie métabolique. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir pour vous le docteur Albert Danan. Bonjour docteur. Bonjour. Docteur Danan, vous êtes psychiatre, vous êtes engagé dans deux axes de travail. D'une part, la psychosomatique relationnelle. Donc la psychosomatique que vous avez enseignée à l'université de Toulouse, et d'autre part la psychiatrie métabolique qui inclut le régime cétogène dans les troubles mentaux sévères. Nous allons également parler de votre étude de 31 patients hospitalisés atteints de pathologies mentales graves. Cher docteur, comment en êtes-vous venu à vous intéresser à l'approche métabolique ? Alors là, j'y suis venu de manière un petit peu par hasard, je dirais, à l'occasion de ce dont j'ai été témoin concernant un jeune adolescent proche de ma famille qui souffrait d'épilepsie chimio-résistante et d'autisme de manière conjuguée, sans aucun succès de toutes les thérapies anticonvulsivantes qui avaient été proposées, et ce durant des années, jusqu'au jour où son père a eu vent de ce qu'était le régime cétogène et le lui a appliqué. Et j'ai eu la stupéfaction de voir ce garçon cesser de convulser, diminuer ses traitements et voir également ses comportements autistiques s'améliorer. Ce qui m'a vraiment donné envie de creuser le sujet, de me dire qu'au fond, ça pouvait être applicable de manière beaucoup plus large, puisque on parle toujours de la même chose, que ce soit en psychiatrie ou en neurologie, c'est-à-dire du cerveau. Bien sûr. Et qu'est-ce que ce régime cétogène en fait ? Alors, le régime cétogène est une mesure nutritionnelle qui consiste à éradiquer les sucres rapides et les sucres lents et de les remplacer en termes d'apport énergétique prévalent par de bons acides gras, lesquels se transforment en corps cétoniques, qui sont un carburant beaucoup plus performant et beaucoup plus propre pour l'organisme en général, mais la cellule nerveuse en particulier. Ça veut dire, si je traduis, on arrête de manger du sucre globalement pour transférer ce mode de carburation par le sucre par une carburation avec des acides gras. Exactement. On passe d'une alimentation glucocentrée à une alimentation lipido-centrée. Oui, ce qui change énormément le mode diététique de la plupart d'entre nous, j'imagine. Ce qui modifie totalement les paradigmes habituels et la pyramide alimentaire telle qu'elle a été proposée par les autorités sanitaires depuis des décennies, bien entendu. Avec ce qu'on peut observer, c'est-à-dire, pour revenir à la psychiatrie, si on considère ce qui se passe sur le plan épidémiologique concernant l'obésité, on a vu que depuis les années 60, celle-ci a évolué de manière exponentielle, mais que la courbe des pathologies mentales s'est exactement superposée à cette courbe, et qu'on a la même progression. Il y a une cohérence. Absolument. Obésité, problèmes psychologiques, mentaux, même courbe, oui, exponentiellement. Ce sont des courbes qui se superposent. Vous parliez des cétones tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Quels sont les types de cétones ? Je crois savoir qu'il y en a 3. Alors, les cétones sont comme je vous le disais, des produits du métabolisme lipidique par le foie. Il en existe 3, l'hydroxybutyrate, l'acidoacétate et l'acétone. L'acétone, d'ailleurs, les gens qui sont sous régime cétogène, qui sentent un petit peu cette haleine de cétone qu'ils exhalent autour de nous et qui sent pas très bon du reste. Exactement. Alors l'intérêt, c'est que c'est un régime qui est très facilement évaluable, dans le sens où les cétones peuvent se mesurer très facilement, soit par l'haleine, soit par des bandelettes urinaires, soit par le même dispositif que pour l'insuline, enfin pour la glycémie, et on sait immédiatement si le patient est observant ou pas. Donc vous conseillez quand même de tester la glycémie et les cétones, parce que je pense qu'un régime cétogène, si je peux me permettre, s'il n'est pas testé, souvent la plupart des patients sont complètement à côté en pensant qu'ils le sont. Voilà, un régime cétogène bien formulé doit conduire
à une acétonémie, un taux de cétose qui soit probant. Absolument. Donc l'avantage dans ce régime cétogène, c'est la baisse de l'insuline, puisque l'insuline est au cœur des préoccupations et des débats sur l'obésité et les maladies métaboliques. Et cette insuline étant réduite à cause du régime alimentaire cétogène, on passerait d'un carburant industriellement négatif à quelque chose de beaucoup plus propre qui carburerait mieux dans nos cellules, c'est ça ? Oui, c'est tout à fait ça. Vous permettez, par le biais des cétones, d'avoir un rendement énergétique cellulaire au niveau de la cellule nerveuse qui est éminemment plus performant et beaucoup plus propre en termes de stress oxydatif, par exemple. Et l'intérêt de supprimer le sucre, bien sûr, c'est de supprimer l'inflammation, d'améliorer ce que vous disiez, l'insulinorésistance, parce que l'insuline, quand vous consommez du sucre, eh bien, vous fabriquez de l'insuline. Et votre corps, au bout d'un moment, se dit stop, j'ai plus besoin de toute cette insuline, et je vais devenir insulinorésistant. Ce qui va donner quoi sur le plan psychiatrique ou neurologique, c'est que vous allez avoir un cerveau qui va baigner dans un océan de sucre sans pouvoir intégrer ce glucose au cœur de la cellule du fait de cette insulinorésistance. Absolument, parce qu'on parle de psychiatrie métabolique, et donc on est axé aujourd'hui un peu plus sur le cerveau. Le cerveau qui dispose de ses mitochondries également va bénéficier de cette carburation propre, si je puis dire, pour avoir un meilleur rendement, n'est-ce pas ? Parce que le pendant de tout ça, c'est des symptômes tels que du brouillard mental, de la procrastination, de la dépressivité, hein, c'est ce qui accompagne ce phénomène d'insulinorésistance cérébrale. Donc en fait, est-ce qu'on peut étendre, j'ai plutôt posé la question dans ce sens-là, est-ce qu'on peut étendre ce régime cétogène à des enfants qui seraient TDAH par exemple ? Alors oui, moi je l'applique avec beaucoup d'intérêt et avec des réponses tout à fait satisfaisantes et voire même souvent spectaculaires à de jeunes enfants qui arrivent, à adopter ce régime et à se rendre compte eux-mêmes que quand ils prennent du sucre, eh bien leur comportement change. Et j'ai même eu un enfant qui m'a dit, je suis capable de détecter un enfant qui a consommé du sucre parce qu'il va se mettre en colère, il va se mettre... c'est pour dire à quel point ça peut fonctionner. Oui, parce que ce régime cétogène, sans rentrer dans les détails techniques, augmente le GABA, c'est-à-dire qu'il vient un peu inhiber l'excitabilité créée par le sucre, le glutamate qui fait exploser les neurones dans tous les sens. C'est pour donner une image, n'est-ce pas ? Oui, c'est un des mécanismes d'action parmi les autres. J'ai parlé de l'inflammation, j'ai parlé de l'insulinorésistance. Il y a un effet sur la neurotransmission avec l'effet GABA sur le GABA et le glutamate. Il y a le stress oxydatif aussi qui intervient, qui est diminué. Et il y a une stabilisation des réseaux neuronaux, entre autres choses. Parce que c'est important de porter le poids de ce qu'on raconte. Merci, docteur Danan. Pour mieux vivre avec les ondes électromagnétiques de notre quotidien, présente Sud Radio, la santé demain, Gilles Goncalves. Deuxième partie de la santé demain avec le docteur Albert Danan, en psychiatrie métabolique. Nous parlions du régime cétogène, keto pour les Américains. Quelles sont les variétés de ce régime ? Alors les représentations du régime sont toujours très personnelles. Pour certains, il s'agit de manger des fruits, des légumes. C'est pas tout à fait ça. Le régime cétogène, c'est un régime dans lequel on est. Alors, il y a plusieurs types de régimes. Celui qui est le plus indiqué pour l'épilepsie, c'est un régime qui donne un ratio de 4-1, c'est-à-dire de 4 grammes de lipides pour 1 gramme de tout le reste, c'est-à-dire 1 gramme de protéines et de glucides. On peut passer sur des régimes de ratio 3-1. Il peut y avoir ce qu'on appelle le régime de Atkins. Ça, c'était un régime qui était destiné surtout à la perte de poids. Il y a le Atkins modifié dans lequel on adjoint un peu plus de matière grasse
c'est indiqué dans les épilepsies comme le régime 4-1 que j'indiquais tout à l'heure. Donc 4,1, pour résumer, c'est 4 Grammes de lipides. De lipides pour 1 gramme de tout le reste. D'autre chose. Donc les lipides, ce sont les graisses. Hein. Absolument. Ça charge en graisse. 1 gramme. Voilà. Après, il y a les régimes à index glycémique bas qui peuvent être aussi utiles dans l'épilepsie. Le fameux low carb. Oui, c'est ça. C'est ça. Et le jeûne intermittent est un recours intéressant. Il permet de booster la fabrication de corps cétoniques dans les régimes cétogènes quand il y a un écart, par exemple. Et enfin, il y a l'apport de cétones exogènes qui sont représentés par ce qu'on appelle l'huile MCT, qui permet donc d'apporter des corps cétoniques. Triglycérides à chaîne moyenne, c'est ça? C'est ça. Donc ça, apport exogène, ça veut dire qu'on va supplémenter ces MCT et les consommer. Voilà. Au lieu de fabriquer des cétones naturelles, on les apporte de manière synthétique. Directement. Quels sont les aliments recommandés dans le régime cétogène? Alors, les aliments recommandés, c'est autant de viande que vous voulez, autant de légumes, autant de poissons, d'œufs, les légumes en quantité limitée, la volaille bien sûr. Mmh. Alors les légumes verts à feuilles, ce qui est recommandé, c'est 2 bols par jour mesurés crus. Les légumes sans amidon, c'est 1 bol par jour mesuré cru, en gros. Ce qui est certain, c'est qu'il faut éradiquer les sucres rapides. C'est d'ailleurs tout ce qui est gâteau, biscuits, pâtisserie, soda, jus de fruits, sucre, miel, confiture, etc. C'est la base. Oui. Et les sucres lents, c'est tout ce qui est amidon, pain, pâtes, riz, pommes de terre, sont à exclure parce que c'est du sucre. Avec des amidons. Du coup, le fameux superbe régime qui consiste à boire un jus d'orange le matin pour la vitamine C qu'on nous a vendu depuis ces 30 dernières années, on l'éradique définitivement. C'est pas du tout bon pour la santé. Absolument, absolument. C'est le pire parce que c'est du fructose qui se transforme dans le foie et immédiatement stocké en gras. Quelles sont les erreurs qui bloquent l'entrée en cétose? Alors, je ne sais pas si on peut parler d'erreur, mais il y a une première phase qui ce qu'on appelle la grippe cétogène. Au bout de quelques jours, votre corps cherche à s'adapter puisque vous changez ses paradigmes, enfin ses critères habituels, et vous allez avoir une série de symptômes comme du brouillard mental, des insomnies, des courbatures, un peu d'irritabilité, des sensations de faim importantes. Bon, tout ça, c'est ce qu'on appelle la grippe cétogène, le kétoflou, que l'on pallie généralement en apportant des sels minéraux sous forme de bouillon, par exemple, pour éviter ces phénomènes. Le deuxième obstacle, c'est de penser que on peut être en cétose parce qu'on a enlevé les sucres, mais il faut savoir que les protéines et les légumes, par exemple, également peuvent être une source de fabrication de glucose, via la néoglucogénèse, par exemple. Et donc, il est important de prendre la mesure, de doser de doser les corps cétoniques. Oui, d'où l'importance de doser tous les jours et la glycémie et les corps cétoniques. Oui, c'est important. Est-ce un régime sûr? Alors, c'est vrai que on peut être un peu horrifié ou inquiet, en tout cas, de constater la quantité de lipides que ça représente au regard des recommandations sanitaires dont nous avons l'habitude. En fait, de très nombreuses études ont été conduites concernant le risque cardiovasculaire, le risque de mortalité et le risque d'AVC sur des populations très importantes. Je citerai une étude, mais c'est loin d'être la seule, l'étude PURE, qui a été conduite sur 155 000 patients sur 7,4 années, et dans laquelle on a mis en évidence que le plus de lipides vous consommez, le moins d'incidence sur la mortalité vous avez.
Idem pour le risque cardiovasculaire et l'hypertension. Et pour ce qui est de l'AVC, on passe d'un ratio de 2,3 pour 1000 à 1, de 2,7 pour 1000 à 1,3 pour 1000 si vous avez une alimentation riche en lipides. Ça descend drastiquement. Alors on parle souvent de cholestérol, LDL, HDL, dès qu'on parle de graisse, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors oui, là aussi, il y a des évolutions récentes et les autorités sanitaires américaines ont modifié le regard qu'elles portaient sur ce phénomène qui a été longtemps décrié par l'association de cardiologie américaine. Pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'on observe une augmentation de ce qu'on appelle le LDL, qui est le mauvais cholestérol entre guillemets, en sachant que en fait dans ce mauvais cholestérol il y a deux parties, une partie qui est dense, compacte et qui elle peut être hétérogène, et une partie qui au contraire est spumeuse et qui elle est au contraire protectrice, et c'est elle qui est augmentée dans le régime cétogène. C'est parfait. Quelles seraient les indications médicales majeures pour ce régime cétogène ? On a parlé de psychiatrie, mais alors, est-ce qu'on peut retrouver ce modèle sur d'autres types de pathologies ? Oui, les indications médicales sont larges. Il y a d'abord la perte de poids dans l'obésité. Deuxièmement... Ce qui est paradoxal, je peux vous couper, parce qu'on se dit, je mange du gras, donc je vais prendre du gras. Non, puisque les corps cétoniques font que la cellule carbure beaucoup mieux au niveau des mitochondries, et donc ayant une meilleure carburation cellulaire, ça diminue. Il y a ça, mais il y a aussi le fait que quand vous consommez du gras, votre métabolisme va se modifier et va augmenter, donc vous allez perdre plus de poids. Métabolisme de base. D'autres indications médicales, bien sûr le diabète. On a beaucoup d'inversions on arrive à inverser des diabètes. Je l'ai personnellement dans l'étude dont on parlera tout à l'heure. Je suis arrivé à arrêter des insulines. D'autres indications, notamment en neurologie, la maladie d'Alzheimer, la sclérose latérale amyotrophique font partie de case report, d'études de cas qui ont été dans le cadre de la sclérose latérale amyotrophique. Oui. Est-ce qu'on arrive à rallonger un peu l'espérance de vie ? Oui, et surtout, oui, absolument, absolument. Le Parkinson, la migraine, beaucoup de cancers, notamment des glioblastomes qui sont des cancers très sévères. On arrive à prolonger, je ne dis pas à guérir, mais à prolonger. Beaucoup d'expériences sur des animaux ont montré qu'on arrivait à prolonger significativement. Voilà, en gros, il y en a d'autres, mais je ne peux pas être exhaustif. C'est parfait. On pourrait passer à l'évaluation des études que vous avez faites sur ces 31 patients hospitalisés. Alors oui, si vous voulez, j'avais commencé à pratiquer ça en ambulatoire sur des patients suivis au cabinet. Et puis, comme ça fonctionnait pas mal, je me suis dit, tiens, je vais peut-être passer à un niveau supérieur, c'est-à-dire à appliquer ça à des patients qui sont suivis dans le cadre d'hospitalisation pour des pathologies autrement plus sévères, comme des schizophrénies, des troubles bipolaires, des dépressions résistantes. C'était des patients que je connaissais, qui avaient fait l'objet d'hospitalisation antérieure, et j'ai pu proposer, inclure 31 patients dans l'étude, avec à l'arrivée une amélioration clinique dans 100% des cas, une perte pondérale en moyenne de 5%. Ça allait de 5 à 30 kilos en fonction des pertes de profil. Poids. Oui. Une amélioration sur le plan du profil métabolique avec une baisse de tout ce qui est hémoglobine glycée, enfin tous les marqueurs du diabète. D'accord. Et une baisse de traitement une déprescription dans 67% des cas également. C'est-à-dire que les patients sortaient de la clinique avec beaucoup moins de médicaments qui n'étaient entrés. C'est ça, j'imagine aussi que tous les facteurs de l'inflammation ont été sont descendus. L'inflammation, comme je vous disais, j'ai pu interrompre des diabètes, et surtout j'ai pu observer des améliorations que j'avais jamais vues, puisque c'était des patients que j'avais déjà hospitalisés, qui avaient été suivis par moi-même, et je n'avais jamais observé de telles améliorations
sur le plan objectif, puisque c'était mesuré sur des échelles psychométriques, ce qui concerne la dépression, la schizophrénie, et tout ça a été parfaitement objectivé, et sur leur amélioration subjective, au point que c'est des patients qui restaient marqués un peu par cette expérience et qui avaient le désir de le poursuivre au-delà. Merci beaucoup, Dr Danan, pour la qualité de vos éclaircissements. On peut vous retrouver sur le site Doctolib. Et je précise que le Dr Danan ne prend que les personnes motivées par l'approche cétogène. Quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve dimanche prochain à 15h30 sur Sud Radio. En attendant, restez en forme. Sud Radio, la santé demain, Gilles Goncalves. Vous a été présenté par CEM-vivant.com pour mieux vivre avec les ondes électromagnétiques de notre quotidien.